On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des finissantes et des finissants en art visuel du Cégep Saint-Jean qui vont exposer chez Action Art Actuel au cours des prochains jours. Mais d'abord, le Parti québécois n'a plus de chef et le député de Saint-Jean non plus. Voici Dave Turcotte. Évidemment, la nouvelle politique du jour lundi, c'était la démission surprise de Pierre-Carl Péladeau à la tête du Parti québécois, chef de l'opposition officielle, également député de Saint-Jérôme. Bref, il quitte la vie politique pour des raisons familiales. Évidemment, vous avez beaucoup vu et entendu cette nouvelle. Maintenant, c'est les réactions et les impacts. Nous, ici, dans le comté de Saint-Jean, le député d'office est un député du Parti québécois. Il s'appelle Dave Turcotte. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La surprise la plus totale? Oui. Je ne s'attendais pas à ça du tout. Moi, j'ai rencontré Pierre-Carl quelques jours, la semaine passée, peut-être jeudi, vendredi, sur un dossier. Là, il voulait qu'on monte un dossier sur la question de l'emploi, sur la question des immigrants. On voit le taux de chômage à Montréal. Et là, il voulait qu'on travaille sur cette question-là. Et là, en fin de semaine, peut-être qu'il réfléchissait avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas dans ce scénario-là, visiblement. Puis on a entendu tous la conférence de presse lundi. Je crois que c'est vraiment sincère sur ses enfants, sur sa famille. J'ai eu l'occasion de le côtoyer lorsqu'il est arrivé comme député. Il y a eu son accident à vélo. Le vélo à Harford. Et quand le temps qu'il était en fauteuil roulant, il avait été changé de pupitre, mais son pupitre était à côté du mien. Là, quand il a commencé à marcher, il a marché assez rapidement, 2-3 semaines après. Donc, c'était mon voisin de pupitre. Donc, les premiers mois, jusqu'à temps qu'il devienne chef, on partageait beaucoup ensemble, on jasait. Il se demandait, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi le président se lève? C'est quoi ce règlement-là? Puis, il ne comprenait pas toutes les règles parlementaires. Ça prend quand même un certain temps. Donc, on s'expliquait ces choses-là. Puis, on avait une belle complicité qui s'est développée durant la course. J'ai fait beaucoup de la campagne avec lui comme responsable de la campagne jeune. Donc, on allait dans les institutions scolaires, etc. On côtoyait la famille. M. Péladeau, quand il est devenu chef, on a continué, mais il venait souvent ici à Saint-Jean, entre autres au Montgolfière avec ses enfants. Puis moi, je regardais, puis ça, je m'étais toujours dit, s'il y a une raison qui peut le pousser justement un jour à quitter la politique, c'est pour sa famille. Parce que j'ai toujours senti probablement un grand attachement pour ses enfants, pour sa famille, mais aussi tout un regret, peut-être, de ne pas avoir eu l'enfance qu'il aurait souhaité, avec son père, etc. Mais une grande admiration pour son père, énorme admiration pour son père. Il en parlait régulièrement. Et il parlait beaucoup de ses enfants. Il était très fier. Il est encore fier de ses enfants. Et c'est pas la politique, c'est pas un enjeu, c'est pas une opinion, c'est pas un dossier qui l'aurait fait partir. Je crois que c'est vraiment... donc, c'est la surprise, mais en même temps, je comprends pourquoi il le fait. Mais ce que ça traduit, beaucoup, on dit souvent, et même c'est le défunt Jean Lapierre qui le disait, on fait de la politique soit quand on est jeune et qu'on a tout à gagner, ou quand on est un peu plus vieux puis qu'on a tout à donner. Mais lui-même, justement, dans l'entrevue qu'il avait accordée à Esther Bégin, qu'on a vue à Télé-Québec, il disait que ça lui avait coûté son mariage, puis la séparation et tout ça. Donc, on peut comprendre que lorsqu'un couple est en instance de séparation, que la garde des enfants qui sont d'âge, disons, scolaire, entre 5 ans et 15 ans, 18 ans, la politique n'est pas faite pour ces gens-là, visiblement. C'est extrêmement difficile. C'est un choix déchirant. C'est ou bien on a le projet politique, ou bien on voit ses enfants. Il l'a dit lui-même, c'était une solution, en fait, une décision. Oui. Il n'y avait pas de solution. Il y a la question de la distance. La distance aussi. Parce qu'inévitablement, lorsque on habite dans une circonscription et on est loin du Parlement, Saint-Jean, malgré tout, c'est près, mais c'est quand même loin. Là. C'est impensable à tous les jours de revenir, par exemple, dans Saint-Jean, dans la circonscription. Donc, dans son cas, Saint-Jérôme, il habitait à Montréal, mais Montréal-Québec, c'est quand même 2 heures, 2 heures et demie de route, 2 heures et demie plus. Donc, ce qui fait en sorte que c'est pratiquement impensable à tous les soirs de revenir, surtout quand on est chef. Mais c'est ça. Mais dans son cas, lorsqu'il s'est présenté comme chef, il était en couple, il y avait un tout ça. C'est pas la même chose, mais quand même, on en voit des députés qui ont des jeunes enfants, Alexandre Cloutier, des jeunes enfants, Véronique Yvon, Nicolas Marceau, dans d'autres partis politiques aussi, on le voit. Je crois que c'est effectivement difficile.
c'est pour ça aussi qu'il faut faire des choix comme parti politique, mais aussi comme groupe là, politique à l'Assemblée nationale, de favoriser davantage la conciliation famille-travail pour au moins donner un répit aux gens qui ont des jeunes enfants mais qui font le choix. Parce que si on n'en a pas, ça fait en sorte qu'il y a une bonne partie de la population qui n'est pas représentée à l'Assemblée nationale et ça a quand même des conséquences parce que moi, j'ai commencé très jeune. Ma première élection, j'avais 23 ans, pas d'enfants, pas de famille. Bon, c'est plus facile à... Bien, j'ai de la famille, mais bon, pas en couple. C'est plus facile pour moi, effectivement. C'est un avantage que d'autres n'ont pas nécessairement. Mais en même temps, quelqu'un qui est plus âgé, bon, comme vous le dites, mais je crois qu'il faut s'assurer d'avoir une représentation, puis il faut appuyer, puis bon, il y a différentes mesures, mais c'est pas facile, effectivement. Puis on le voit, là, c'est pas le premier cas, là, il y en a d'autres. Pierre-Carl Péladeau est un personnage un peu énigmatique, c'est-à-dire que les gens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses prises de position, je pense que personne n'a jamais douté de sa fibre souverainiste, comme personne n'a jamais douté également là, de sa fibre familiale versus ses enfants. Puis, d'ailleurs, je pense que c'est Nicole Léger qui disait que votre appel conférence est terminé en disant « Je vous aime Oui. ». Donc, il disait d'ailleurs, même à sa conférence de presse, l'amour qu'il portait à l'égard de ses députés. Donc, il aimait son monde. Là. Honnêtement, là, j'en ai connu des chefs. J'en ai connu des chefs en politique. Tous les jours, tous les caucus, il passait, il saluait tous les députés. Une tape dans le dos, une poignée de main, une accolade, bon, une embrassade dans les femmes. On sentait qu'il aimait l'équipe, qu'il aimait ça. Puis les gens disaient au début, qu'est-ce qu'il va faire dans un caucus en politique? Il était habitué de gérer des grosses business, des milliards de dollars, tu sais, froid, puis ça. Pas tout. Il aimait le monde, rencontrer des gens. Au Montgolfière, il n'arrêtait plus de saluer tout le monde, puis tout ça. Quand il venait dans des activités, il aimait ça, rencontrer les gens. C'est quoi le plan de match maintenant pour le Parti québécois? Bien, ça, c'est la question, hein? Un peu plus de 2 ans d'une élection, puis on le sait, normalement, toute la préparation, une course à la direction, en plus, ça coûte des sous. Là, j'ai compris que votre président, Raymond Archambault, souhaitait avoir une course relativement courte. Oui. Là, en plus, ça, vous devez vous choisir un chef intérimaire d'ici vendredi, là, quoique je n'ai pas suivi l'actualité dans les dernières heures, mais j'ai comme cru comprendre que une majorité se pointait pour Sylvain Gaudreault. C'est pas mal ça qui devrait arriver. Mais c'est quoi maintenant le plan de match pour le PQ? Bien, effectivement, vous l'avez dit, choisir un chef intérimaire. Question vendredi, hein, on a notre rencontre à ce sujet-là. Et vous êtes à l'aise avec Sylvain Gaudreault? Moi, j'ai parlé avec Sylvain. Hein, je lui ai parlé aujourd'hui. Je n'ai pas parlé avec beaucoup de gens, mais moi, à Sylvain, j'ai parlé. D'ailleurs, je lui ai dit, là, si tu deviens chef, là, notre orateur invité à notre souper de financement, là, dans quelques semaines, j'ai dit, il ne faut pas que tu nous abandonnes. Là, ça va me mettre la pression pour vendre plus de billets, d'avoir le chef, mais bon. Mais donc, vous êtes à l'aise avec le choix de Sylvain Gaudreault? J'apprécie beaucoup Sylvain. Je ne dis pas que je l'appuie, mais je l'apprécie beaucoup. Ouais. Mais on s'est parlé. Bon, on aura des choses à se dire. Mais le choix, c'est le chef, mais aussi en filigrane, ce que vous n'avez pas mentionné, c'est le congrès. Nous avons un processus de congrès qui devait débuter cet automne. Il faudra voir si on maintient ce processus-là de congrès. Parce que faire un congrès avant d'avoir un chef, c'est pas évident. On a vécu ça en 2005. On pensait avoir un chef, avoir un programme. S'en aller en élection. Finalement, on s'est aperçu qu'on avait un programme, mais plus de chef. Donc, là, après ça, le chef arrive, il y a un programme qui n'était pas là dans l'écriture et tout ça. Donc, moi, je crois effectivement que nous n'avons pas les moyens d'avoir une longue course parce qu'on n'a pas le même scénario que la dernière fois. La dernière fois, on avait une défaite électorale, malheureusement. On a perdu le gouvernement en 2014. Il fallait se remettre de ça, réfléchir vers où on voulait aller, avoir un débat d'idées. Là, le débat d'idées, nous l'aurons dans le Congrès. C'est une chose. Maintenant, il faut focusser pour avoir un chef rapidement pour pouvoir poursuivre le travail parce qu'il nous reste seulement que 2 ans avant l'élection. L'horizon, c'est octobre 2018. Là. Nous voulons former le prochain gouvernement. Donc, il faut ramener rapidement de la stabilité puis une image là, avec un chef et avec le programme par la suite. Là. Est-ce que c'est aussi une opportunité pour le Parti québécois de se réorienter, de ramener ou non la question de la souveraineté à court ou à moyen terme, d'avoir un chef plus jeune? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une opportunité pour le Parti québécois, au-delà du choc de voir le chef partir, là, ce qui n'était pas prévu, mais est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité? Moi, je crois que
Effectivement, c'est bon. On ne souhaitait pas ça. Moi, je ne souhaitais pas ça. Je l'appuie durant la course. Bon, il est même venu ici, Ouais. hein, bon, un des premiers chefs d'opposition depuis des années à venir en entrevue ici à la télévision. Cependant, quand il y a une situation comme nous sommes confrontés actuellement, nous n'avons pas le moyen de ne pas sortir gagnant ou tenter de sortir gagnant de cette situation-là. Donc, effectivement, nous devons se poser ces questions-là. Puis je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Est-ce qu'on veut rajeunir l'image du parti, avoir un chef plus jeune, plus dynamique? Quoique Pierre Karl était quand même pas si vieux que ça. Là. Il était quand même dans la début cinquantaine, à peu près. Là. En termes des autres chefs qu'on a eus, à part André Boisclair, c'était quand même pas un très vieux chef. Mais il y a beaucoup de noms qui circulent actuellement. Véronique Yvon, Alexandre Cloutier, bon, Nicolas Marceau, on a entendu ça aussi, Jean-Martin Hossan. C'est à peu près, justement, on sent qu'il y a une volonté d'avoir un chef plus jeune, avec une image différente, avec aussi, par rapport à l'indépendance, qui est notre objectif principal au Parti québécois, et avec une approche différente pour y arriver. Bon, avec peut-être... Pierre Karl a beaucoup travaillé sur la coalition. Bien, c'est ça, les tentatives de rapprochement avec Québec solidaire, Option nationale. Il faut se rappeler que quand M. Péladeau est arrivé, puis même avant avec Mme Marouin, Québec solidaire ne voulait même pas pratiquement s'asseoir à la même table que nous. On a eu la création d'Option nationale. Et là, avec l'arrivée de Pierre Karl et avec le travail de Véronique Yvon sur cette question-là, entre autres, on est passé d'un non, on ne veut pas se parler, à on s'assoit à la même table et on échange, on discute. Il y a eu une avancée considérable, mais je crois qu'on devra travailler sur cette question-là. Puis aussi, peut-être avec la Coalition Avenir Québec, il y a quand même des souverainistes, des nationalistes à la Coalition Avenir Québec. Comment on peut faire en sorte pour travailler ensemble? Mais là, dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le topo, là, c'est que le Parti libéral, avant même de commencer une élection, est toujours à peu près acquis d'avoir un 40, si ce n'est pas même des fois 45 ou 50 sièges sur 125. La démographie, la concentration du vote anglophone ou dans certaines régions, l'Outaouais, l'Estrie, Montréal. Donc, c'est clair que si quelqu'un veut gouverner autre que le Parti libéral, il va falloir à un moment donné que le PQ, Québec solidaire, puis la Coalition Avenir Québec, il faut que quelqu'un s'assoie avec quelqu'un, là, parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Là. Sinon, le Parti libéral va gérer le gouvernement pour les 50 prochaines années. Bien, oui. C'est mathématique. C'est mathématique. Mais au-delà de ça, vous avez raison pour la prise du pouvoir, mais aussi, nous voulons faire l'indépendance du Québec. Pour y arriver, nous avons besoin de 50 plus 1. Pour y arriver, nous devons faire une majorité. Et actuellement, quand on est divisé sur cette question-là, parce que plusieurs partis en parlent, pas nécessairement de la même façon, pas la même vision pour y arriver, etc., mais on doit avoir un plan commun sur cette question-là. Donc, je crois qu'on est rendu à un stade où les gens doivent s'asseoir et se parler. Mais là, je ne dis pas que moi, je passe à la Coalition Avenir Québec, pas du tout, pas partout. Vous allez me poser la question, moi, pas dans ma... Allez-vous vous présenter à la chefferie? Bien là, il y a des gens qui m'en parlent. Là. J'ai eu des appuis tantôt ici en arrivant sur la rue, mais non, sérieusement, j'ai pas cette aspiration-là. Bon. En terminant, au niveau des enjeux, ici, dans le comté, on sait qu'on parle très, très, très souvent des dossiers relatifs à l'hôpital du Richelieu, le laboratoire et tout ça. Est-ce qu'il y a eu du développement avec... J'ai eu une réponse la semaine passée, écrite du ministre. Là, il a commencé à me donner un peu plus d'éléments. Pas content de sa réponse, mais il m'explique un peu plus parce que les premières fois, là, c'était... Et bon, pratiquement, il m'insultait, là. Donc, là, il a commencé à donner des réponses. Il y a des choses qu'on savait déjà, comme le Centre Mère-Enfant. Il y a une étude qui va se faire. Ça va être rendu public cet été pour savoir si le Centre Mère-Enfant peut y arriver. Mais moi, je continue quand même la bataille pour les laboratoires parce qu'à travers le Québec, il y a une centralisation des laboratoires qui fait en sorte qu'on perd le contrôle ici dans la communauté, mais aussi pour les emplois, pour la sécurité, pour la santé des gens. Mais force est de constater que le ministre semble s'entêter là-dessus, même si avant d'être ministre, lorsqu'il était président de la Fédération des médecins spécialistes, il s'opposait corps et âme contre la réforme, la centralisation des laboratoires dans les hôpitaux. Et là, maintenant qu'il est ministre de la Santé, il appuie ça à 100 %. Cette question-là, on va demeurer très vigilant sur les laboratoires. Mais moi, ce que je souhaite, tant mieux si on est capable de convaincre le ministre pour les laboratoires ou du moins une partie des laboratoires pour la Montérégie.
Mais je veux que les travaux recommencent à l'hôpital, là, puis les travaux ont recommencé en partie, mais le 3e étage, ça ne se fait pas et on n'a plus les moyens d'attendre. Bon. Et dans un autre dossier, celui du transport, êtes-vous déçu de voir que l'AMT, finalement, Pour le train de banlieue. pour le train de banlieue, n'envisage pas cette solution-là comme étant viable? Bien, moi, je me suis... la dernière élection, j'ai pris l'engagement d'appliquer les recommandations de l'étude de faisabilité. L'étude, là, très claire. On ne peut pas jouer avec ça, c'est des spécialistes. Ils ont été mandatés par le gouvernement. Lorsque j'étais au gouvernement, j'avais obtenu une subvention justement de Sylvain Gaudreault pour annoncer, là, pour avoir l'étude de faisabilité. L'étude est très claire. 10 millions de dollars de coûts d'implantation du train, 4 millions de dollars environ par année pour faire fonctionner le train pour une desserte d'à peu près 300 personnes, pardonnez-moi. C'est quand même beaucoup d'argent, là. Il faut se le dire. Il y a un scénario alternatif que je travaille depuis longtemps, que je pousse, la question de la voie réservée sur l'autoroute 10, entre l'autoroute 35 et le 10-30, avec le SLR qui a été annoncé, bon, et tout le train, le système, etc. Ce qui ferait en sorte qu'on pourrait économiser du temps de parcours de l'autobus qui part de Saint-Jean, se rendre jusqu'au 10-30, qui, là, après ça, les gens pourraient embarquer dans le SLR, et faire en sorte qu'on désengorge l'autoroute 10. Dave Turcotte, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle des finissants et des finissantes en arts visuels du Cégep Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle de basketball. Oui, avec Danny Vincent de l'Académie Davy B-Ball et avec Rachel Gaudry, joueuse étoile des Riverains. Exactement, et étoile montante en Oui. plus. Oh oui. Manquez pas ça. Action Art Actuel va accueillir du 6 au 21 mai l'exposition des projets des finissantes et des finissants du programme en art visuel du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, ce vendredi, 17h, c'est le vernissage. Avec nous pour en parler, l'enseignant en art au Cégep Saint-Jean, Réal Touga. Bonsoir et bienvenue. Allô? C'est important pour les étudiants à la fin d'une session de pouvoir avoir un lieu de diffusion, de présenter leur création. C'est très important. Dans le processus créateur, on doit absolument présenter notre production en art visuel pour avoir le retour du public, pour voir comment on a codé notre pièce, voir si le public comprend ce qu'on a essayé d'exprimer avec nos œuvres. Donc, c'est pas seulement présentement là, ce dont on va parler, c'est l'épreuve synthèse de programme. Donc, c'est la fin de parcours de 2 années d'études, mais à chaque session, nous, les œuvres doivent être exposées. Peu importe que ce soit public ou non, ou entre nous, mais on doit absolument exposer les œuvres. Bon. Un étudiant en art visuel au Cégep, ça fait quoi? Ça apprend quoi? C'est quoi le programme? En résumé, là, une année ou 2 années d'études en art visuel, ça se résume à quoi? Bien, nous, on est un préuniversitaire, donc c'est 2 ans. Donc, c'est un programme qui mène à l'université dans toutes sortes de programmes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on touche autant à la matière traditionnelle, dessin, peinture, sculpture, histoire de l'art, et les nouvelles technologies, photo, vidéo et son, en tant que matière sculpturale. Donc, le programme touche à tout ça, plus la formation générale, avec les cours de philo, littérature, éducation physique, langue. Quel est le profil des étudiants et des étudiantes? Autrement dit, là, ils terminent le secondaire 5, ils s'inscrivent en art. C'est qui ce monde-là? C'est qui ces jeunes-là? On a toutes sortes. C'est variable.
On a des gênés qui apprennent à se découvrir. On a des qui arrivent fonceurs qui apprennent à dire « Oups, je parle peut-être trop, j'en dis peut-être trop, j'articule peut-être d'une mauvaise façon. » Donc, le public, nos élèves, là, qui arrivent, ce sont des élèves. Quand ils sont chez nous, ce sont des étudiantes et des étudiants. Donc, c'est de toutes sortes. Comment on les accompagne dans leur processus de création? Parce que là, on est dans un cours où on apprend des choses, mais en même temps, l'art, c'est de l'imaginaire, c'est de la création. Encore faut-il parfois avoir de l'aide pour un peu encadrer tout ce développement? On peut pas inventer un artiste. Là. Nous, on ne fait pas des artistes, on prépare les étudiants à aller à l'université. Donc, la première année est axée surtout sur la technique. Donc, on va montrer comment utiliser un cours qui s'appelle Technique et matériaux. Donc, on va y montrer à utiliser tous les outils qui sont, que ce soit pour le métal, pour le bois, pour le plâtre, le moulage, donc de façon sécuritaire. Et la première année, c'est vraiment axé sur la technique. Manipulation de l'appareil photo, manipulation de l'appareil vidéo. Et la deuxième année est axée un peu plus sur la création et l'amorce d'une démarche artistique. Donc, ça se construit à partir du langage visuel. En première année, on apprend le vocabulaire, on apprend les techniques, et plus ça va, plus l'étudiant produit de façon autonome. On essaie de les rendre autonomes. Donc, dans cette évaluation finale de l'épreuve de synthèse du programme, ce que je comprends, c'est que vous trempez un peu vos étudiants, vos étudiantes dans un modèle qui est calqué sur la vraie vie, là, sur le vrai processus. C'est la réalité. C'est la réalité, là. Oui. Donc, quoi, il faut mettre une certaine pression pour dire, là, il faut qu'on livre, on a une date, je ne sais pas, c'est... L'épreuve synthèse est construite comme si c'était une exposition. Bien, c'est une exposition, mais il y a tout le processus. Donc, dessin préparatoire, bilan des acquis, réalisation de maquettes, de plusieurs maquettes, réalisation de plusieurs croquis et justification des choix, que ce soit le choix des matériaux, le choix du concept, etc. Et il y a un retour énorme. Le cours se donne en team teaching, donc 2 profs, et rencontre à chaque semaine pendant 6 heures. Donc, on rencontre vraiment chaque projet, chaque élève, et on questionne toujours. On fera toujours l'avocat du diable. On encourage beaucoup, parce que des fois, il y a des débarques qui se prennent, mais ça fait partie du processus, là. Des fois, on part avec une idée et on doit modifier en cours de route. Vous avez combien de finissants-finissantes? On va avoir 15 personnes qui vont exposer, 15 finissants. Et qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que les finissants vont exposer cette année? Donc, on a parlé tantôt d'autonomie. Et on va avoir de la sculpture, on va avoir de la peinture, on va avoir son et photo, photographie, vidéo, donc installation hybride. Donc, on touche à tout. Puis, ce qui est important de mentionner, c'est que les étudiants choisissent. Les productions qui sont là, ce pas des productions imposées ou des thèmes imposés, c'est seulement des pièces qui sont construites par les élèves. Qu'est-ce que les élèves expriment avec leur art? Donc, des jeunes de 16, 17, 18 ans ou à peu près? Il y en a peut-être des plus vieux aussi là, qui reviennent, mais qu'est-ce qu'ils expriment avec leur art? Il y a des thèmes récurrents, les thèmes d'amorce de la liberté. Ça, c'est des gens qui sont 18, 20 à peu près. Donc, c'est les mêmes thèmes qu'avant, mais qui changent un peu au niveau de la facture. Donc, on travaille plus avec les médias. Donc, on travaille beaucoup plus aussi avec la couleur. Les étudiants sont influencés par les images qu'ils voient. Nous, dans le temps, quand on était étudiants, on n'avait pas Internet. Donc, on voulait avoir de l'information. Ça fait une différence dans ce que les jeunes créent aujourd'hui? C'est énorme. Ils se font bombarder d'images et ça a des répercussions sur la production. Donc, il faut essayer de nettoyer de tous les clichés qui sont parce qu'il arrive plein de clichés. C'est un défi, ça. Puis c'est pas faisable. Non, c'est ça. Ça avance, mais c'est long. C'est l'histoire d'une vie d'artiste, là. De jouer sur la ligne entre le cliché. Bien, ils sont de leur génération. Exactement. C'est juste ça l'affaire. Exactement. Mais il y a des belles choses qui se passent. Il faut juste être au courant, être à l'affût, puis respecter qu'ils n'ont pas notre âge. Bon, là, on est à quelques jours du vernissage. Qu'est-ce qu'il reste à faire?
Là, on a commencé aujourd'hui le montage. Donc, mardi, mercredi, jeudi, montage. Le cartel de présentation, donc c'est une écriture. L'éclairage jeudi. Vendredi, un peu de ménage, une petite vidéo, des photos. Puis le vernissage à 5 heures. Bon, parlez-moi aussi de ce partenariat que vous avez avec Action Art Actuel. Donc, c'est votre partenaire là-dedans, là, c'est important. Oui, c'est très important de mentionner. On a une belle relation avec le Centre d'artistes Action Art Actuel depuis très longtemps, mais depuis 3 ans, on a une entente de signer avec la direction des études et Action pour présenter nos productions d'épreuves synthèse de programme au centre. Donc, ça, c'est important. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que c'est un centre d'artistes professionnels. Donc, nos étudiants arrivent, ils voient c'est quoi le vrai milieu, comment on fait un accrochage, le communiqué, la salle, qui est une nouvelle salle pour eux, qui ont exposé à Zoom, là, mais là, ils exposent pour une vraie pièce, le vernissage, le public. La confrontation avec les autres aussi, parce qu'ils doivent se partager l'espace. C'est pas toujours facile, mais ça se passe bien en général. Mais pour Action, c'est une belle collaboration. Donc, ce vendredi, 6 mai à 17h, c'est le vernissage. Et puis, l'exposition des finissantes et des finissants du Cégep en art visuel, c'est du 6 au 21 mai chez Action Art Actuel, tout juste ici, là, sur la rue Richelieu. Merci beaucoup. Meilleure des chances, puis on a bien hâte de voir ça. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Dans le cadre de la Journée de la Terre, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a distribué 500 arbres dans 3 écoles primaires de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc un beau geste. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, l'émission se retrouve aussi sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, c'est le Télébingo en direct avec 3 500 $ en prix. C'est à 9h30. Il y a la carte pleine qui est à 2 000 $ et il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous allez sur tvhr9.com. Également, voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, c'est plus facile et plus direct. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Nous, notre prochain rendez-vous, il est demain. Bye bye.